Sylvie, merci d'avoir accepté mon invitation pour prendre un café. Merci à toi. Bon, je sais bien que tu aimes la littérature colombienne. Tu as beaucoup lu, surtout les romans et les livres qui ont relation avec l'histoire. Par exemple, je sais bien que tu as lu Les corps des ruines, tu as lu Costa Juana, Juan Gabriel Vázquez. Tu as lu plusieurs auteurs colombiens et Jorge Eliezer Pardo, le livre Le voile de la mémoire. Tu l'as lu aussi et on va parler un peu sur ça. D'accord. Bien, Bon, à ton avis, quelle est ton impression de ce livre? Eh bien écoute, donc effectivement, mon auteur de prédilection colombien est Juan Gabriel Vázquez, qui aborde effectivement les sujets épineux de la culture colombienne à travers l'histoire. Et effectivement, il est assez diffusé en Europe, notamment en France, et ses romans sont agréables, poignants également, avec beaucoup de vérité, avec assez cru en fait par rapport à la littérature européenne, et donc un style intéressant. Là, quand j'ai lu donc Les voiles de la mémoire, là c'est totalement un autre univers. C'est quelque chose qui est très dur, très dur. Malgré qu'effectivement, tous ces passages, tous ces témoignages ont un voile poétique. Il faut avoir en fait le cœur bien accroché. Pour une Européenne, c'est quelque chose de totalement inconcevable. Cette cruauté. C'est vrai qu'on peut avoir des différends politiques au cours de l'histoire. Effectivement, les gens se sont entretués. Il y a eu des guerres fratricides, pas uniquement en Colombie, mais dans d'autres pays. Mais là, c'est d'autant plus difficile. Bonjour les amis, un café noir avec deux camarades encore une fois. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un roman, c'est un livre écrit par un Colombien, Jorge Eliezer Pardo. C'est un des Colombiens qui a été traduit au français, Les voiles de la mémoire. Et on a la version en espagnol. Le fait d'être colombien et le fait d'être né dans un pays qui a vécu la violence, et le fait aussi d'être victime du conflit de plus d'une génération, le fait d'être ami de l'auteur ne m'autorise pas pour exprimer mon opinion parce que ça va être chargé de
ma subjectivité. Et aujourd'hui, mon invité, c'est une artiste française qui aime la lecture et elle a beaucoup lu la littérature colombienne et c'est pour ça que j'ai invité Sylvie Blancard, peintre qui travaille aussi dans la communication, pour parler sur les voiles de la mémoire. Que ça se double d'une espèce de rancœur de part et d'autre, c'est-à-dire il y a une volonté de vengeance, une volonté de massacrer les gens, mais dans leur fort intérieur, dans leur croyance également, pas uniquement une mort corporelle, hein. C'est aussi un effacement de l'autre, de sa signification. Ça renvoie comme une cruauté qui a trait à des convictions aussi religieuses qu'ethniques. Voilà, c'est un massacre qui est double. Et les gens sont terrifiés, c'est empreint d'angoisse aussi, d'angoisse avant, d'angoisse après, parce que tout est fait en fait pour créer ce malaise permanent. Et c'est ça qui est d'autant plus difficile à admettre, c'est que ça soit d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire des guerrieros ou des paramilitaires. Voilà, c'est une course à la cruauté. Alors là, on se demande où sont les idées, où est... voilà, on peut avoir des convictions dans la vie, on peut les défendre contre vents et marées, en étant effectivement persuadé du bien fondé de ses convictions et avoir envie effectivement de la destruction de ses opposants. Mais là, c'est pire. C'est pire parce que ça se mêle d'une vengeance. On peut voir que le sujet de ce livre-ci, la population se trouve au milieu de plusieurs feux. Les guerrilleros, les paramilitaires et aussi les trafiquants de drogue. On peut dire que la population colombienne est traumatisée. Ah, totalement, parce qu'en fait, ils sont au milieu de tout. Ils sont au milieu d'intérêts dont ils ne bénéficient pas, ni de part et d'autre. En fait, ils sont les boucs émissaires de ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont au milieu d'intérêts. Et eux, en fait, ils ne gagnent rien là-dedans. Ils sont au milieu, ils sont terrorisés, ils ont peur. Ils vivent derrière les barreaux parce que voilà, que ce soit à Bogota, que ce soit sur les Caraïbes, où normalement, vu les plages de rêve, vu les palmiers, vu la diversité, c'est un pays magnifique, la Colombie. Il y a au niveau de la diversité de la nature, de la biodiversité, c'est le terme que je cherchais, c'est absolument splendide. Sauf que c'est gâché par l'humain.
c'est gâché par ces gens qui sont traumatisés et qui s'enferment. Ils sont, en fait, les Colombiens sont en prison. Ils vivent derrière des barreaux, ils vivent derrière des grilles, ils vivent en vase clos. Voilà, les gens les plus riches vivent dans des surveillances surveillées. Les pauvres vivent dans des cages. Voilà, et c'est une suspicion de tout le monde. Il y a des gardes pour tout. On rentre dans n'importe quel établissement, que ça soit une bibliothèque, que ça soit une banque, bon, ça, certes, c'est compréhensible, mais pour des choses anodines, il y a des gardiens pour tout. Voilà, donc la population est traumatisée. Elle vit un traumatisme permanent, où la peur est permanente. Et ils sont voilà, ils sont l'objet de rivalité. Ils sont les boucs émissaires, c'est-à-dire par personne interposée en fait. Ils se font une guerre fratricide entre voilà, deux options, voilà, deux façons de concevoir la vie. Alors là-dedans, c'est quand même assez difficile de comprendre et d'espérer et de vouloir faire quelque chose. Non, moi ça m'a... oui. À travers ce livre, c'est quand même lui le cœur de notre conversation. C'est véritablement le témoignage cru. Parce que derrière ce voile, la beauté des mots, derrière la beauté des mots, il y a la beauté de la cruauté, malheureusement. Et alors, c'est dépeint, c'est magnifique, c'est splendide. Je trouve, il n'y a pas de mots. Mais par contre, au pied de la lettre, c'est d'une cruauté absolue. Voilà. Et d'autant plus pour une Européenne. Et puis savoir que les gens de ma génération ont autant souffert, pour nous, effectivement, c'est quelque chose de difficile. Bon, y a-t-il une image qui t'a beaucoup attiré l'attention pour la cruauté? Il y en a plusieurs. Il y a un moment où quand on va effectivement couper le sexe d'un paysan, d'un homme, et puis on va les jeter par-dessus la clôture de là où vit sa femme et ses enfants. Donc elle va recevoir... c'est terrible, hein. C'est terrible parce que c'est une image terrible dans le sens où elle va apprendre et la mort de son mari, de l'homme qu'elle aime, de l'homme avec qui elle a partagé une intimité, certes, puisqu'elle a des enfants. Et là, elle va recevoir comme un poignard dans le corps. Et ses enfants vont assister aussi quelque part à une part de son intimité. Et c'est d'autant plus blessant, je trouve, à son encontre, d'autant plus choquant, plus traumatisant, que ce soit vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis d'elle. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà de la blessure, de la souffrance qui a été engendrée vis-à-vis de cet homme qui est mort, sa femme va avoir une image et de souffrance et d'une certaine... quelque chose d'horrible, une image horrible, alors qu'au départ, quelque part, en fait, c'était aussi une image de bonheur pour elle. C'est-à-dire, elle va garder des images indissociables de son intimité, de sa vie, de ce qu'elle a vécu avec son mari,
et de la mort de celui-ci. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire on tue, ça va plus loin que l'acte de tuer. C'est-à-dire, il y a véritablement on assassine aussi psychologiquement la famille. C'est-à-dire que, voilà, elle vit, elle va garder cette image-là. Bon, si elle est contemporaine de son mari, voilà, elle partira. Mais pour ses enfants, elle vit. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, voilà, tous ces enfants qui ont assisté à ces massacres, à cette... oui, ce massacre est aussi psychologique vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de ses convictions religieuses, ethniques et autres, qu'on n'a pas respectées, parce que voilà, les gens aussi peuvent avoir peur parce qu'il y a des croyances, voilà. Et puis et ces enfants-là, comment vont-ils pouvoir digérer ça, et qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce qu'ils vont avoir un esprit de vengeance? Est-ce qu'ils vont pouvoir, le seul pouvoir pardonner, ce qui n'est pas évident? Et puis, comment voilà. Tout est pour le futur. Parce que là, on part avec un handicap énorme. Comment se reconstruire? Voilà, comment se reconstruire soi-même pour construire son pays et le futur de son pays. Et ça, c'est pour, je dirais, la majorité du peuple colombien. On ne parle pas de la minorité qui a pu éventuellement s'échapper pendant ces années-là, qui a pu voyager, qui a pu... voilà. Non, je parle de la Colombie dans sa globalité. Ce qui fait la Colombie. C'est-à-dire que quand on a connu tout ça, comment on est capable voilà, de faire abstraction, de pardonner quelque part, et en même temps de construire quelque chose de nouveau. Voilà, cet état d'esprit aujourd'hui, est-ce que les Colombiens sont capables de faire la part des choses et de dire, bon maintenant voilà, on tire un trait et puis on commence à construire quelque chose de bien avec le potentiel qu'on a. Bon, c'est-à-dire on peut dire que le livre c'est un bon portrait de la réalité historique de la Colombie, parce que la Colombie, selon ce que tu viens de dire, il y a par exemple une danse continuée avec la mort. C'est-à-dire, en fait, je pense que ce livre-là, c'est pour ne pas oublier. Passer le choc des images, je dirais qu'il fait partie du patrimoine colombien, parce que dans le bien comme dans le mal, voilà, on peut en tirer un côté positif. Deux choses à ne plus faire, à ne plus reproduire. Et puis voilà, mais il faut garder ça. Défense d'oublier. Défense d'oublier, oui. Défense d'oublier parce que défense de refaire. Défense, voilà, défense d'oublier pour, oui. Chez nous en Europe, suite effectivement à la Seconde Guerre mondiale, voilà, on en a parlé. Voilà, la Shoah, il y a des monuments, il y a des témoignages, oui. Nous, oui, c'est pareil, défense d'oublier, oui, défense d'oublier. Et je pense qu'il ne faut pas oublier. Oublier, non. Pour ne pas refaire, voilà, pour dire attention. Ne pas dépasser la limite. Bien, interdit d'oublier. Interdit d'oublier. Donc ce livre-là est formidable pour ça.
voilà. Il renferme une partie sombre, la partie sombre de l'histoire colombienne. Voilà, mais ça fait partie de son histoire parce que tout le monde n'est pas blanc-bleu. Enfin, on n'est pas que positif, on n'est pas que bon dans la vie. On a aussi ses travers, on a aussi ce côté sombre. Mais justement, par contraste, il ne faut pas oublier la partie sombre pour prendre conscience de la valeur de la partie lumineuse. Qu'il est possible, effectivement. C'est bien, c'est un accomplissement formidable de l'auteur qui a toujours travaillé sur la violence, sur l'histoire de notre pays, et ce n'est pas facile de faire un traitement esthétique avec le langage poétique aux images, par exemple, celle que tu as dit, que tu te souviens. Oui, ah, mais il y en a d'autres, il y en a plusieurs, oui, il y en a plusieurs. Oui. Parce qu'en fait, dans tout le pays, personne n'a été tendre. Hein. Il y en a eu pour tout le monde, il y en a eu pour toutes les ethnies. Voilà. Donc, que ça soit en ville, que ça soit à la campagne, que ça soit les indigènes, les indiens, que ça soit les paysans, que ça soit tout le monde a eu droit à... Et je pense que dans chaque famille, voilà, il y a des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des oncles qui sont partis dans des conditions semblables, cruelles, oui. Oui, et bon. Donc c'est la part d'histoire de chacun dans ce livre. Il y a aussi... Et Prado l'exprime vraiment bien et de façon, je dirais... il a mis de la décence à l'indécence. Oui, il a su le faire. Il a mis une certaine forme de beauté voilà, à quelque chose de monstrueux. Donc, bien, et quand tu disais et les images qui ne viennent pas seulement de guérilla, de paramilitarisme, de trafiquants de drogue, on trouve qu'il y a une société traumatisée, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas seulement une maladie qu'on peut guérir, c'est différent. Mais aujourd'hui, on traverse le centre-ville, on dirait quelques centres-villes, Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, etc. Et on regarde que dans les centres commerciaux, on trouve les chemisettes avec des héros comme Pablo Escobar, comme Tiro Fijo et même Castaño, le paramilitaire. C'est-à-dire, on voit que ce sont des héros d'aujourd'hui. Comment tu regardes ça? Alors ce ne sont pas des héros du tout, hein. Ce sont des meurtriers. Oui. On va être clair, ce sont des assassins. On veut en faire des légendes parce que le cinéma américain notamment a fait des séries, des films reconnus, connus, diffusés sur la planète entière, malheureusement. Et ça c'est dommage parce que voilà, on veut assimiler Escobar en quelque sorte à un Robin des Bois de Medellín parce qu'effectivement il a nourri des familles entières qui lui étaient vouées, mais il ne faut pas oublier que c'était pas totalement désintéressé de sa part et que c'était pour se protéger lui-même, lui et sa bande d'assassins. Donc il faut rester comme
clair avec le sujet. Et ça, c'est dommage. C'est dommage d'en faire un héros alors que c'est pas du tout un héros. C'est juste un triste cire. Et la Colombie, c'est pas du tout Escobar, c'est pas du tout les narcotrafiquants. Non, ça se résume pas du tout à ça. Non, la Colombie, comme j'ai pu le dire, c'est un pays magnifique, avec énormément de richesses autres. Je pense que les gens, ils n'ont... en fait, la seule chose, il faut que cicatriser les plaies. Et ça, pour ça, c'est formidable. Santos, votre président, ait signé la paix et que le pays puisse avoir la chance de se reconstruire. Et ça, je pense que c'est génial. Voilà, maintenant, ça va demander du temps. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un gros traumatisme. Et ça ne se passe pas comme ça. Voilà, il va falloir le temps. Il faut laisser du temps au temps. Et ça ne va pas se faire tout de suite. Mais c'est un espoir évident. Je pense qu'il faut positiver de toute façon. On ne peut pas faire autrement. Le futur est en marche. En tout cas, je pense que pour les jeunes, ceux qui vont avoir la chance de naître là, dans les années qui viennent, ceux qui sont nés cette année, de ne plus jamais assister à ça. Voilà. Et eux vont être ceux qui vont construire la nouvelle Colombie. Maintenant, on a 8 millions de Colombiens qui ont décidé de voter contre la politique, les partis traditions de la Colombie. Tu as dit que la société colombienne est traumatisée parce que la société colombienne, la population colombienne a un comportement, qu'on peut dire, le père règne, le père est surtout. Les gens votent par peur, les gens vont à l'église par peur, les gens font beaucoup de choses par peur. Oui, tu penses que Gustavo Petro est une illusion? Je pense pas qu'il est une illusion. Je pense que fondamentalement il a raison. S'il est sur le bon chemin, par contre du jour au lendemain, on ne peut pas changer un pays comme ça, en claquant des doigts. Je pense qu'il a un programme très optimiste, avec beaucoup de choses. Il a des points effectivement qui sont partagés chez nous. Les Colombiens en France, c'était beaucoup plus pour Petro, parce que c'est un avant-gardiste, parce que c'est quelqu'un effectivement qui voit les choses. Il a raison. Une nation, ce n'est pas qu'un groupe de gens, c'est un peuple entier. Et pour faire évoluer un peuple, il faut s'occuper de toutes les strates de la population. C'est-à-dire essayer, je dis bien essayer, personne n'est parfait dans la vie. On ne peut que, au fur et à mesure, poser des pierres les unes après les autres pour édifier quelque chose qui nous semble cohérent pour le bien du monde, pour le bien des gens. Mais on ne peut pas faire le bien des gens malgré eux. C'est une expression française. Voilà, donc il va falloir du temps. Du
temps pour que les gens aient moins peur, que les gens voilà, prennent conscience qu'ils peuvent voter voilà, suivant leurs idées, que l'on n'achète plus leur vote. Hein. Et voilà. Et puis de voir. Mais c'est toute une mentalité. Et ça demande du temps, je pense. Ça va demander du temps. Je pense qu'il avait un programme très optimiste. Hein. Personnellement, hein, je pense que dans l'État, les Colombiens n'étaient pas prêts à faire autant d'efforts, parce que c'était un programme qui demandait des efforts de chacun, voilà. Et ça, voilà, c'était difficile, hein. Pour moi, difficile à réaliser avec la mentalité des Colombiens d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut attendre un peu. Donc en fait, quelque part, je pense qu'il faut que ça mûrisse. Il faut que ces idées mûrissent, mais encore plus dans la tête des gens, pour changer leur façon de voir les choses et de voter en connaissance de cause. Voilà. Parce que épouser une idée, c'est prendre conscience aussi. Voilà, parce que vouloir quelque chose, voilà, on a dans la vie des obligations et des devoirs. On ne peut pas uniquement recevoir. C'est-à-dire, effectivement, on veut la santé pour tous, hein, et on veut l'éducation pour tous. Sauf que ça coûte à la communauté entière. Et il faut que la communauté entière soit véritablement persuadée du bien fondé des choses pour pouvoir contribuer chacun, suivant ses possibilités, mais contribuer à un effort national. Aujourd'hui, je ne sais pas si tous les Colombiens voilà, sont capables de faire cet effort-là, parce que ça demande des efforts à l'élite, bien évidemment, mais à tout le monde. C'est-à-dire, voilà, c'est un effort collectif pour mieux vivre ensemble, tous ensemble. Je pense que chaque chose en son temps. Là, il faut déjà penser les plaies de cette guerre, apprendre à avoir un peu plus confiance en soi, envisager un futur, et là, effectivement, après, demander un effort collectif aux gens. Donc, Douquier, c'est peut-être la bonne transition, en fait. C'est incroyable à dire, mais pour que, en fait, Petro ne se casse pas la figure, je dirais qu'il est arrivé trop tôt. Voilà. Mais par contre, il a des idées qui vont faire du chemin dans la reconstruction et puis dans la mentalité des gens. Les gens vont y réfléchir, vont étudier, voilà. Je pense qu'ils ont besoin de se faire à l'idée et de se faire à l'idée que voilà, c'est une contribution de tous. Bon, pour finir, j'ai 3 sujets. Le premier, bon, on a parlé de politique, on a parlé de littérature, on a parlé de plusieurs choses de la Colombie. Et je te demande un dernier commentaire sur le livre. Oui. Ben, comme j'ai pu le dire pendant notre conversation, c'est un livre qui doit être lu à travers le monde, pas uniquement. Bon, en France, il a été, effectivement, j'ai lu les critiques au dos du livre
dans sa version espagnole, où effectivement il y a plusieurs témoignages de Français qui ont apprécié. Et je pense qu'il doit être diffusé un peu plus dans le monde, voilà, pour une prise de conscience. Et puis en Colombie aussi, il faut que chacun ait lu effectivement au moins des passages, voilà, de ce qui est. Et je pense que c'est un excellent livre qui va faire partie de la littérature colombienne de ces années-là difficiles. Comme j'ai dit, c'est un livre du souvenir, c'est la mémoire. C'est la mémoire. Bien. Et l'autre sujet, c'est bon, tu es un artiste et tu aimes la peinture de Botero, et Oui. où on peut trouver aussi la présence du sujet de la violence. Tu peux faire un commentaire sur ça? Bah, comme la littérature, c'est un art à travers effectivement tous les arts. On décèle une sensibilité, une fragilité, une fêlure. Voilà, et cette fêlure, effectivement, est présente dans la peinture colombienne. Et ça en fait sa beauté et sa richesse. Parce que, je dirais que la détresse, à un moment, est tellement insoutenable qu'il faut l'exprimer. Alors elle peut se traduire à travers les mots, elle peut se traduire à travers un pinceau ou une sculpture, c'est-à-dire le travail de ses mains. Mais en tout cas, elle doit s'exprimer pour, voilà, exacerber. Voilà. Bon. Mais en parlant de Botero, qu'est-ce que tu aimes de Botero et pourquoi est-ce que Botero peint des grosses gens? À ton avis? C'est un zoom sur une certaine réalité, je pense. Pour moi, effectivement, il grossit ses personnages pour leur donner, oui, une certaine image. C'est très particulier. Il est très particulier. Et qu'est-ce qui t'attire de la peinture de Botero? Alors, paradoxalement, la rondeur de ces personnages adoucissent le thème de ces peintures. C'est-à-dire, il y a toujours ce côté-là d'ailleurs, comme en Colombie, ce côté contraste doux-amer. Il y a toujours quelque chose, voilà, de positif, mais avec une certaine amertume derrière. Voilà. C'est pas direct. Hein. Il y a toujours ouais. Bon. Et le troisième point que j'avais pensé, c'est de demander qu'est-ce que tu aimes de la Colombie? Qu'est-ce que j'aime de la Colombie? Ben justement, peut-être ce contraste. Des personnes très attachantes parce que d'une gentillesse absolue. Et ça, c'est très très agréable. Comme ils donnent tout, même quand ils n'ont rien. Donc ça, c'est merveilleux. Ils ont une très très grande générosité. Comme la nature d'ailleurs, voilà, exubérante, comme les animaux aussi, comme voilà, tout est amplifié.
Non, c'est très très agréable. Bon, je te remercie beaucoup, Sylvie, d'avoir accepté de me parler de tous ces sujets très intéressants. Les livres de Jorge Eliezer Pal. Tu as parlé aussi de l'aventure un peu, de Botero et de la Colombie, ce que tu aimes le plus. Et j'espère avoir une possibilité aussi de faire une vidéo avec ta peinture. Peut-être, on ne sait pas quand, mais j'espère avoir la possibilité. D'accord. Ok.